Il entra plus couvert, encore de barbe, de bagues et de breloques, qu'il ne l'avait semblé de loin, quand l'Allemagne prenait ses précautions qui ne manqua plus, en cas de nouvelle amnésie, de plaques d'identité. Le personnage qui donne son titre au roman de Giraudoux a totalement perdu la mémoire sur le front de la Première Guerre mondiale. Et ce qui nous intéresse ici, c'était déjà le cas sous la plume de Bernard Quirigny évoqué lundi, c'est que cela donne lieu à une fiction de dédoublement qui se déroule dans la Bavière des années 20. Alors, l'étude de Jacques Baudy sur Giraudoux et l'Allemagne a montré l'importance de ce pays et de la notion géographique, littéraire, politique qu'il est pour l'auteur. Et dans cette lecture, le roman découlerait ou porterait un projet de rapprochement des deux pays par des tissages culturels et littéraires notamment. Cette lecture me semble très influencée par la pièce par Siegfried, la pièce de théâtre que Giraudoux a tirée du roman en 1928 et qui a été qualifiée de locarno intellectuel par Heinrich Mann, par référence aux accords signés en 25, qui qui définissait plus précisément les frontières franco-germaniques et germano-belges. Je vous propose une lecture légèrement différente et dans une perspective sociocritique, je vais me demander comment le roman interagit avec la mémoire collective de l'immédiate après-guerre et la mémoire collective française. Plus précisément, le personnage d'amnésique qui est au centre de ce récit reconfigure des représentations propres aux soldats inconnus, lui aussi français non identifiés, dont la sépulture prend place sous l'Arc de Triomphe le 11 novembre 1920 et qui prend ici les traits d'un Français qui refait sa vie sur un oubli et de l'autre côté du Rhin. Il a été retrouvé sur le champ de bataille au début de la guerre, nu et agonisant, après 2 mois d'inconscience, et après 2 mois d'inconscience, s'est réveillé sans mémoire. C'est en ces termes qu'est présenté Forestier, l'ami du narrateur de Siegfried et le Limousin. En janvier 22, le narrateur apprend qu'un célèbre juriste allemand, Siegfried von Kleist, est en réalité l'un de ses amis, l'écrivain Forestier. Il est retrouvé nu, blessé et amnésique à la fin de la guerre, et Forestier refait sa vie outre-Rhin sous un autre nom et sans aucun souvenir de sa vie française. Le narrateur se rend donc à Munich et afin d'identifier son ami d'enfance avec l'aide d'un autre ami, le baron Zelten, et il traverse une Allemagne revancharde marquée par la défaite et l'humiliation du traité de Versailles. Cette figure d'amnésique a au moins autant à voir avec l'Allemagne qu'avec la mémoire collective des années 20. Il y a d'abord des cas historiques. Le plus célèbre d'entre eux est celui d'Anthelme Mangin, qui apparaît à l'écran, ce poilu retrouvé errant parmi un convoi de prisonniers invalides rapatriés d'Allemagne à la gare de Lyon. Son nom est affiché dans les journaux et cela provoque une telle ferveur populaire que des familles par dizaines y voient le fils, l'ami, le mari disparu au front, et cela donnera lieu à une affaire judiciaire longue de 20 ans qui passionnera la France endeuillée de l'entre-deux-guerres. La survie du disparu amnésique, ce n'est pas toujours, les deux éléments ne se conjuguent pas toujours, mais cette question-là revient et est un véritable sujet romanesque également. Dans Le Fou d'Abel Moreau, c'est 1926, le personnage qu'on a cru mort ouvre un journal qui évoque la découverte d'un charnier et il recouvre la mémoire en lisant son propre nom dans la liste des morts qu'il a sous les yeux. La même figure d'amnésique est le sujet central du roman de René Bazin, Balthus le Lorrain, paru en 1926 également, et qui là est différent puisque c'est le récit d'une mère qui dénie la mort du fils, Nicolas Balthus, un Lorrain mobilisé de force dans l'armée allemande et déclaré disparu. Au théâtre, Le Pêcheur d'ombre de Jean Sarment, paru en 21, Les Marchands de gloire
c'est 1925, Le voyageur sans bagage d'Anne Will, qui est directement inspiré du roman de Giraudoux, et en Italie, Comme tu veux, de Pirandello, qui est joué en France en 1932. Ces pièces évoquent une même figuration de l'oubli pathologique. La fiction et la scène représentent donc cette figure de l'amnésique et ou du disparu. Elle cristallise, à mon sens, quelque chose de la maladie du deuil que Karine Trévisan a si bien décrite dans Les Fables du deuil. Sous la plume de Giraudoux, c'est l'histoire de faux monnayeurs qui tire de cette figure. L'expression est dans le roman publié 3 ans avant celui de Gide. Cette histoire déplace la question de l'amnésie et du dédoublement sur le plan du patrimoine littéraire national des deux pays. Et cela commence bien sûr par l'écriture. Tout commence par un plagiat, piège hebdomadaire que le narrateur, encore à Paris, découvre dans les colonnes du Frankfurter Zeitung. Certains SVK, ils publient régulièrement des articles où le narrateur reconnaît quelques lignes à peine changées, la nouvelle de son ami d'enfance. De l'autre côté du Rhin, Siegfried von Kleist se plagie lui-même sans le savoir. Alors, sur le plan de l'imaginaire narratif, ce roman poétique tire de cela des réécritures de certains mythes propres au double, d'intertextes allemands, comme L'homme qui a perdu son ombre de Camusot, et il les tisse les uns aux autres dans un entremêlement des deux cultures. Le nomastique signale bien cela, et la dualité se cristallise là-dessus aussi. Le nom de Siegfried, composé de Sieg, victoire en allemand, est associé à la ligne Siegfriedstellung, c'est-à-dire le système de défense allemand qui précède la ligne Maginot de 20 ans. Or, le prénom est resémantisé par une double référence à la merveille germanique de l'anneau du Nibelungen, celui qui inspire l'opéra de Wagner, et le nom de Heinrich von Kleist, le poète romantique. C'est autour de cette double référence romantique que le roman réécrit un ensemble de mythes, d'intertextes, de références culturelles qui donnent parfois le vertige, c'est-à-dire que selon le principe de réversibilité sur lequel fonctionne le roman, ce roman, voire tout roman, est en fait le plagiat d'un original écrit dans une autre langue et oublié ou qui reste méconnu parce qu'on ne parle pas la langue ou qu'on ne connaît pas la culture de l'autre. De cela, le texte tire également un jeu de signes, c'est-à-dire que le narrateur, Jean, se rend auprès de Siegfried et lui donne des leçons de français et au cours desquelles le narrateur ne cesse de pister dans les mots, le comportement, les mimiques et la gestuelle de Siegfried, ce qui trahit la mémoire ancienne et l'identité gommée. Les leçons de français se transforment en véritable science de psychopathologie de la vie quotidienne, au sens où le narrateur cherche tout le temps à débusquer la part d'involontaire qui manifeste une mémoire effacée. De son ancienne vie, Siegfried garde un même tic à la lèvre, des goûts de décoration intérieure et d'autres éléments. La première rencontre en donne une idée. Le soir était venu, il alluma une lumière, approcha un cendrier qui était Rübezahl, c'est un être fantastique du folklore allemand, et une fois remué le trio, le quatuor des petits animaux ou héros légendaires dont un vrai Allemand se doit d'exciter toutes les heures la ronde, il s'enfonça dans un fauteuil et me dit « Cher monsieur, vous perdez votre gant. » Un instant, le lecteur croit que Siegfried a recouvré la mémoire. En réalité, il récite de mémoire ses leçons de français et l'ambiguïté du personnage dont on ne sait jamais vraiment s'il a tout oublié ou s'il ne veut pas se souvenir demeure jusque dans le dernier chapitre du roman. Ces leçons de français forment un jeu contre l'oubli, car le narrateur glisse évidemment dans les exercices qu'il lui donne des épisodes de l'enfance destinés à raviver la mémoire de Siegfried. Je choisis donc une rédaction qui me permet de lui parler de ces ruisseaux limousins, dont l'humidité baignait encore
son cerveau, que sa mémoire, qu'elle fût devenue myope ou presbyte, eut plus de chances d'être atteinte. Alors, cette anamnèse n'advient pas et le 43e exercice, qui s'intitule La mémoire, avec un sous-titre beaucoup plus long, ce 43e exercice donne lieu à une sorte de dialogue fictif dans lequel le narrateur s'adresse directement à Siegfried et où il lui révèle sa véritable identité, mais le dialogue n'est jamais envoyé, l'exercice n'est pas donné. Et de ce point de vue, la fin du texte seulement réalise cette anamnèse de manière symbolique du moins, puisqu'on ne sait jamais si Siegfried recouvre son ancienne identité, mais le voyage en train final est intéressant parce qu'il charge la typonymie du Limousin de restituer la mémoire du personnage amnésique. Vous avez sur 2-3 pages, dont je ne mets qu'un extrait ici, une trentaine de toponymes limousins, Guérande, Gargilès, Crozant, Sagnard, Azé, etc., où dans cette rêverie toponymique, c'est véritablement le nom de pays, et j'emploie évidemment la formule proustienne à dessein, qui est dépositaire d'une mémoire paysage, et cette mémoire portant également le deuil d'un fils disparu, comme l'indiquent d'ailleurs les premières lignes du passage. Seulement, un double peut en cacher un autre, puisque le narrateur est lui-même l'objet d'un dédoublement curieux. À mesure que Siegfried s'imprègne de la langue et de la culture française dans ses leçons, Jean s'attache davantage à l'Allemagne qu'il a tant aimée. L'inversion est explicite dans un rêve fait par le narrateur. Cette nuit-là, je rêvais, au moment où j'apprenais à Kleist qu'il était français. Eva me prouvait que j'étais allemand. Pour éviter le scandale, Kleist prenait mon nom et je prenais le sien. L'aspect du monde se modifiait pour chacun de nous à tel point, le sol se boursouflant pour l'un quand il se dégonflait pour l'autre, que nous avions dû nous séparer. Ici, l'idée du double est poussée jusqu'au fantasme de fusion. C'est là qu'Amphitryon, le mythe d'Amphitryon ressurgit. Siegfried serait la moitié manquante de Jean. Et le narrateur a lui-même choisi une identité d'emprunt, puisqu'il se présente à Siegfried sous le nom de Siegfried Chapdelaine et sous un faux passeport canadien. À mesure que le séjour en Bavière se prolonge, le narrateur se dédouble davantage. En effet, il fait un second voyage en Bavière, le premier datant d'avant la guerre. Et c'est là que c'est intéressant aussi parce que cette histoire de dédoublement dédouble l'histoire elle-même. C'est-à-dire qu'au lieu de retrouver les lieux du premier voyage, tout a changé. L'histoire a considérablement changé, cette Allemagne marquée par la défaite, et ce n'est pas pour rien que Munich est au centre de cette fiction politique. De ce point de vue-là, cette ville, avant d'être le théâtre de Hitler, est le berceau de la révolution qui chassa le roi de Bavière Louis III en 1918, et Kurt Eisner y instaura la Räterepublik, la République des conseils ouvriers, qui a la réputation également d'avoir été une république des intellectuels et des poètes. C'est-à-dire que la troisième Allemagne, la thèse des deux Allemagnes, est repoussée par le roman pour suggérer cette troisième Allemagne qui est particulièrement incarnée dans le roman par le baron Zelten. Et dans cette histoire révolutionnaire différente du spartakisme, qui a été réprimé très rapidement, je crois que le roman, ici, fait aussi une histoire, des oublis d'histoire qui prend la forme d'une histoire contrefactuelle, une histoire écrite avec des si qui envisagent ce que l'Europe aurait pu devenir si, dans les années 20, la République de Vienne, de Budapest, de Munich et la Ligue des Spartakistes s'étaient unies.
Il est plus que temps de conclure et je le ferai en évoquant simplement trois éléments. Sous les traits d'un amnésique, Giraudoux attribue à l'ennemi du moment, là, cette Allemagne qui est bien décrite comme vaincue et revancharde dans le texte, les hantises et les représentations anxiogènes propres au deuil national de la France. Dans cet espoir révolutionnaire vaincu à Munich, le roman fait entendre aussi à quel point la gauche française a dit majoritairement oui à la guerre, à l'union sacrée. Deuxième élément, et là-dessus je reviendrai sur Régine Robin, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris de ces textes, c'est à lire ces fictions du passé et de mémoire, non pas comme un ensemble de récits dévitalisés ou d'archives qui restent coupés de notre présent, mais à les lire comme un ensemble de récits pour penser le présent et interroger le vivre ensemble. Et de ce point de vue-là, je lis cette fiction politique aussi de 1922 pour 2022 en gardant à l'esprit que dans la logique du roman, le syntagme Siegfried est le nom donné par la littérature à la réversibilité de tout discours nationaliste. L'écriture montre bien comment cet effet de dédoublement hante par un double tout discours qui se crispe sur l'identité, pas seulement l'identité nationale. Par ailleurs, pour le sujet de notre colloque, je crois que c'est un roman intéressant parce que la figure du double y apparaît directement liée à l'amnésie collective et dans ce qu'en fait Giraudoux, je crois que ce dédoublement renvoie à ce que Deleuze appelle l'oubli de l'oubli. Ce qui s'oppose à la mémoire n'est pas l'oubli, mais l'oubli de l'oubli qui nous dissout au dehors et qui constitue la mort. Oublier que nous avons oublié équivaut dans notre culture à une disparition au carré et il me semble que penser les mécanismes symboliques propres à la mémoire collective à partir de ce qu'on a appelé pour ce colloque la vocation lettéenne des fictions permet de mettre en lumière ces éléments-là, notamment ici dans une fiction, mais aussi en lien avec cette figure du soldat inconnu qui cristallise des représentations de la mémoire collective. Je m'arrêterai là. Aujourd'hui, je vous remercie de votre attention.